Bonsoir, bienvenue dans cette émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, si je puis dire ça ainsi. C'est vrai que les événements en ce moment sont particuliers. Et aujourd'hui, nous maintenons cette émission Le Kiosque particulière aussi parce que tous les chroniqueurs n'ont pas pu franchir les différents barrages pour pouvoir être avec nous lors de l'enregistrement de cette émission. Donc nous la faisons avec ces deux chroniqueurs qui ont bien accepté de venir et qui ont réussi à franchir les barrages. Je commence par Olivier Bérisson. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bien bronzé, tout ça? Eh bien, j'y retourne dès que l'émission est terminée. D'accord, c'est-à-dire les barrages. En tout cas, à Carrière, je suis à Carrière depuis le début. Donc voilà. Bien. Et Madame Bellé, Béatrice Bellé aussi, merci beaucoup Béatrice, même en étant gourmandaise, tu as réussi à franchir les barrages pour arriver jusqu'à nous. Exactement, voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs et bonsoir à Olivier et à toi Mano. Merci, bonsoir Béatrice. Alors c'est vrai que l'actualité en ce moment c'est la situation en Guadeloupe, c'est la situation en Martinique avec tout ce qui se passe, mais nous commencerons quand même cette émission et par la campagne pour l'élimination des violences à l'égard des femmes 2021, 7 ans du 22 au 30 novembre. Elle vise particulièrement la sensibilisation du jeune public. Est-ce à dire que dès le plus jeune âge, on commence déjà à être violent envers les femmes? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que très tôt, il faut montrer le bon exemple. Les enfants fonctionnent par mimétisme. Souvent, en tout cas, on remarque d'ailleurs que les stigmates de l'enfance se traduisent avec dans des façons différentes, hein, mais quand on est plus grand. Et puis, c'est comme on arrose son arbre qui pousse. Suivant la terre, suivant la qualité de l'eau, et si on donne de la bonne terre et de la bonne eau et qu'on nourrit correctement les racines, l'arbre fera des belles fleurs. Dans le cas inverse, on a de fortes chances que les fleurs soient un peu moins belles. Donc oui, il faut s'y prendre tôt, faut s'y prendre trop et parler très tôt des violences faites aux femmes. Mais on va développer, c'est un petit sujet que j'aime bien, tu le sais, un grand sujet. Voilà. Olivier, qu'est-ce que tu penses de cette violence faite aux femmes? La violence faite aux femmes n'est que le reflet de la violence du monde patriarcal. Ça veut dire d'une vision de la société qui pense qu'il peut y avoir des dominants et des dominés. Donc à partir du moment où on est entré dans cette vision, on a remplacé le matriarcat originel, c'est-à-dire qu'il considère que toute vie est sacrée. Point barre. Toute vie est sacrée. Il n'y a pas de vie plus haute qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie en fonction de quelle que soit la couleur, le statut social, le statut professionnel, etc. Et donc, pour moi, la violence faite aux femmes est la résultante du capitalisme sauvage, où on considère qu'on peut coloniser, dominer quelqu'un, un territoire, une culture. Donc, les stigmates ne sont pas à prendre de manière séparément. Ça veut dire que nous, en tout cas, la vision que nous avons une vision ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire une vision globale de la société. À partir du moment qu'on pense que la terre est supérieure que le ciel ou que le ciel est supérieur que la terre, ça va découler dans nos vies de tous les jours. Et l'eau et la terre ne sont pas en compétition. À partir du moment qu'on a créé des compétitions, et donc on a créé la concurrence, il y a des gens qui vont justement regarder ce qu'ils voient dans les films, regarder ce qui est véhiculé dans les téléfilms. Donc voilà, donc on a l'impression que ça va se passer dans le téléfilm et que ça ne va pas traverser l'écran. Ou bien que la violence faite dans un supermarché par tel prix ou sous le bidon de gaz ne va pas se refléter dans la vie relationnelle des gens. On a l'impression que les choses sont séparées. Tout est lié. Donc moi je dis que c'est la société globale qui est à revoir, parce que quand je lis le texte de culture égalité, moi, et je vais aborder le vif du sujet, beaucoup de femmes sentent que c'est un viol de se faire piquer sous contrainte. Pourquoi il y a une contrainte qui serait un viol et pourquoi une autre contrainte ne serait pas un viol? Ah, tu parles du vaccin. Je parle de la piqûre. Donc je veux dire que il y a une société qui est justement dans la pressurisation, qui est dans la pression, qui est dans la propagande de ce qu'elle souhaite mettre en place
on fait des propagandes, on fait des campagnes publicitaires, on fait de l'affichage, etc. On ne se rend pas compte que la violence n'est pas celle qui fait du bruit. C'est celle qui est sourde et bien souvent qu'on ne voit pas. C'est celle qui fait que quelqu'un est couché sur un lit d'hôpital et qu'à un moment donné, un médecin passe et puis il dit celui-là, il peut mourir, celui-là, il peut vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait choisir quel type de juif allait dans tel train ou pas. Il fallait choisir quel type d'esclave allait au champ ou bien aller à l'intérieur. Donc, je veux dire qu'à partir du moment qu'on est dans cette notion, on va vers des dérives. Et on a l'intention de regarder les effets, on regarde les effets, mais pas les véritables causes en profondeur. Alors, non, je veux revenir. Je t'en prie. Je crois que c'est un sujet par ailleurs suffisamment grave pour qu'on l'aborde aussi avec un certain nombre de sérieux, hein, parce qu'on a eu des cas assez particuliers, dramatiques en Martinique, on a eu des expériences dramatiques de violences faites aux femmes. Oui, une construction patriarcale qui a fait dire, et on l'a vu dans les études qui ont été faites en Martinique, le regard que les gens avaient sur la violence faite aux femmes était très particulier, c'est-à-dire qu'il a souvent été légitimé. La question que l'on se posait quand une femme arrivait dans un hôpital avec une côte cassée, un œil abîmé et meurtri de tout son corps, c'est ce qu'elle n'avait pas cherché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui s'est fait non Mlampoubougla, Rivé, Baïkou. Alors évidemment, on a ceux qui disent oui, mais il y a des hommes aussi. Mais enfin, en général, quand on parle d'un problème, on parle de la globalité et un peu moins de l'exception. Donc, on se permet de parler des violences faites aux femmes, mais on pourrait parler des violences conjugales en général. Mais dans les violences conjugales, plus souvent que rarement, c'est le rapport de l'homme sur la femme. Et en effet, cette conception de la domination de l'homme sur la femme. Alors, dans les violences, il y a aussi des solutions à apporter. Et aujourd'hui, alors on en avait discuté, le président de la CTM avait reçu d'ailleurs, en précisant que c'est la méthodologie que nous avions proposée dans le cadre du projet CTM, l'intéressait. Et nous, ce que l'on disait, c'est que pour protéger toutes les parties d'un foyer, notamment les enfants, il fallait parfois fuir. Et souvent, c'est la femme qui se retrouvait dans des difficultés matérielles, dans des difficultés d'organisation. Et ce que nous avions proposé, et j'espère qu'un certain nombre de ceux qui sont élus à la CTM l'entendront, ce n'est pas simplement payer des chambres d'hôtel, parce que dans un hôtel, on peut être encore face à face avec son bourreau ou avec des amis de son bourreau qui vont pouvoir aller dire que la femme est là et que les enfants sont là. Mais ce que l'on disait, c'est qu'il faut par exemple mettre en œuvre des locations saisonnières où l'enfant ou la femme, les enfants et la femme vont se retrouver dans une atmosphère apaisée, avec sans crainte du regard qui pourrait tomber sur elle. Et puis on avait également parlé de cette nécessité, notamment dans les postes de police et de gendarmerie, d'avoir des personnes formées, parce que l'accueil aussi. Alors évidemment, la plupart du temps, à l'accueil de ces sites, on a des hommes et qui ne sont pas obligatoirement formés à l'accueil des victimes. Et les victimes, en plus, enfin, on n'a pas envie obligatoirement d'ailleurs de raconter toute sa vie avec des personnes à 3 mètres derrière soi, avec un policier ou un gendarme qui va vous poser des questions bruyamment. Vous n'avez pas obligatoirement envie de partager cette intimité douloureuse avec tout le monde. Et donc, on avait proposé cela. Il y a aujourd'hui un plan, mais qui doit être renforcé. La vérité, c'est qu'il y a des pays qui sont bien plus efficaces dans leurs méthodes et qu'il faut aller regarder, comme l'Espagne, par exemple, sur l'éloignement des victimes et de leurs bourreaux. Et puis, on parlait d'éducation, mais enfin, tant qu'on ne comprendra pas que ce rapport de domination physique qui peut emmener à la mort doit être durement pénalisé et que la victime ne doit pas être la double victime, c'est-à-dire devenir une victime physique, devenir une victime matérielle, financière, d'organisation dans sa vie. On a par exemple des pères de famille qui tapent et la maman et les enfants et qui pour autant gardent par exemple un droit parental alors qu'ils ont démoli leurs enfants et que les enfants se sont retrouvés avec des jours d'ITT. Bon, donc
c'est tout un pan de notre société qu'il faut re-questionner sur ce rapport-là. Et comme l'a dit Olivier Bérisson, c'est vrai que c'est aussi ce patriarcat et cette vision du monde, cette vision du rapport des uns aux autres qui a fait que aujourd'hui, un certain nombre de personnes considèrent qu'il peut y avoir un genre, donc le genre masculin, qui soit plus important. Et donc légitime à pouvoir dire à une femme comment elle doit s'habiller, comment elle doit parler, comment elle doit se comporter. Voilà. Alors, on n'est pas dans un truc ultra-libéral, on n'est pas en train de dire non, mais on a le droit de se faire ceci et de faire cela. On est aussi conduit, nous, par la morale, et la morale nous guide, un certain niveau de morale, mais pour autant, ce rapport de domination est problématique et il faut définitivement, et c'est à chaque fois des campagnes, mais enfin, on sait que pendant la période de crise, la situation s'est aggravée parce que les familles étaient malheureusement concentrées dans un face-à-face permanent et on a vu les violences conjugales augmenter pendant la période de confinement. Alors on a vu aussi en France qu'on a écarté des hommes, on leur a mis un bracelet électronique. C'est ce qui est fait en Espagne, par exemple. Mais malgré tout, ils sont revenus. Et ils ont tué leurs compagnons. Oui, il y a eu 2 ou 3 cas là, depuis le début de l'année en France, pas ici, en France. Alors, il y a une partie de la violence qui a été décrite par Mme Billet. Mais c'est une partie. On est souvent... on voit l'iceberg parce qu'on voit la partie immergée. Ce qui me paraît important, c'est que de comprendre que la société crée de la violence et que la violence est partout. Et la violence physique est une chose, mais la violence psychologique en est une autre. On a des relations de dépendance, on a des relations toxiques, il y a ce qu'on appelle la perversion narcissique, et qui est valable que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes. Parce qu'on a une société organisée aujourd'hui sur le paraître, sur l'avoir, sur la possession, la possessivité, et non pas sur la complémentarité, sur le partage, sur la joie de la rencontre. Et c'est valable entre un homme et une femme, mais c'est valable entre l'humanité et le végétal et le monde animal, entre l'être humain et, j'allais dire, les plantes médicinales. Je ne vais pas lâcher mon sujet, quel que soit le sujet, ça va tomber, parce qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui dans une crise mondiale où quand on va parler d'un certain nombre de problématiques, on risque de les détacher les unes aux autres. Et moi, je reste persuadé, j'ai été 13 années conseiller financier à la Banque Postale, donc enfermé entre 4 murs, où j'ai reçu beaucoup d'hommes qui étaient en souffrance aussi. Ils étaient venus parler pourtant de leur portefeuille financier, ou de leur, etc. Mais qui étaient en souffrance aussi. Mais les hommes ont beaucoup honte. Ils ont honte de dire je suis battu. Non, ou que je vis une violence. Pas battu forcément physiquement. Donc ça veut dire que, moralement, ça veut dire qu'on est dans la société où je dois m'imposer. Donc il y en a qui vont s'imposer par la force physique, il y en a qui vont s'imposer par une séduction plus ou moins orientée, il y en a qui vont s'imposer par la force psychologique, etc. On n'est pas là pour discuter et échanger. Et ça se voit des fois sur les barrages quand on va arriver sur le sujet. C'est-à-dire que, et ça se voit aussi dans la manière, dans la méthode et dans la manière dont le gouvernement impose la vaccination obligatoire ou le pass sanitaire. Ça se voit. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, on t'envoie l'armée, on t'envoie les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va s'imposer par la force. Je resignale qu'il n'y a pas de colonisation sans force physique. C'est-à-dire une vision patriarcale où je m'impose ça parce que je suis le plus fort. Et donc je suis le plus fort, donc je vais avoir cette force-là d'une manière ou d'une autre. Donc elle peut être directe, indirecte, sournoise. Donc voilà, donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on va faire les gens, puisque dans le communiqué de Culture Égalité, la dernière phrase c'est pas niper bouche encore. Pas niper bouche. Mais c'est ça. Ça veut dire à quel moment j'ai le droit de m'exprimer. Par exemple, j'ai partagé l'interview du docteur Jos Pélage qu'elle a faite sur Radio Apal. Facebook m'a bloqué sur 7 jours. Madame Jos Pélage est présidente de l'AMSES. Si vous voulez bloquer quelqu'un, c'est elle. Nous, je n'ai fait que relayer son propos. On m'a dit que ce n'est pas les standards de la communauté.
la communauté. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une violence, c'est-à-dire que grosso modo, on vous met une pression. On vous met une pression. Et à partir du moment qu'on met une pression sur quelqu'un, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, vous êtes dans une violence. Et qui va avoir des répercussions. C'est comme un citron que vous purgez à un moment donné, et qui a pété un yeux, mais à un moment donné, tout pas attendre encore. Et bien souvent, il a brûlé. Alors, puisque tu parles du docteur Jospé Lage, il faut quand même dire deux mots sur ça, parce qu'elle a écrit au directeur de l'ARS, je crois, et elle a donc été relevée de ses fonctions, c'est ça? Non. Je ne me trompe pas? Non. Je sais pas. Ah non. Alors, déjà, l'ARS n'a Jospé Lage, hein? non. Non. L'ARS n'a pas le pouvoir de relever un médecin de ses fonctions. Il y a l'ordre des médecins. Enfin, l'ordre des médecins, c'est pas Pour l'instant, je l'ARS. n'ai pas cette information. Je l'ai eu en direct. Je n'ai pas eu cette information. Donc, encore une fois, et je suis du côté de la barrière où on dit que la partie que je suis censé représenter fait courir des fake news et complotistes, etc. Je suis de ce côté. Nous prenons le temps de vérifier nos informations. Même quand ça vient, j'allais dire, ça semblerait aller dans notre sens. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas ce type d'information. Ce qu'il y a... Ah, écoutez... Oui, non, mais on va vérifier. On va vérifier. Mais moi, en tout cas, au moment où ça sortait sur les réseaux et suspendu déjà par l'ARS, ça ne peut être qu'une fake news puisque l'ARS n'a pas le pouvoir de suspendre un médecin. Ce que l'ARS peut faire, c'est dire que le médecin ne peut pas exercer à tel endroit. Mais en tant que médecin, elle ne peut pas être suspendue. Mais pour l'instant, il n'y avait pas eu ça. Au moment où ça a circulé. Tant mieux. Par contre, ce qui est intéressant dans le propos de Mme Jospé Lage, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a pas été contredit scientifiquement. C'est justement motus et bouche cousue de l'ARS. Et on sent toute la gêne de tous ceux qui prônaient, parce qu'on connaît le sérieux du docteur Jospé Lage, qui n'est pas, je crois, à remettre en cause, et qui donnait des informations, somme toute capitales, sur cette substance qui a été appelé vaccin. Et pour conclure, CNews, du groupe Bolloré, réinvite le professeur Péron et qui, aujourd'hui, voilà. Alors, je souhaiterais dire, et je vais terminer là-dessus, que de tout temps, dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont été en résistance ont toujours été traités par ceux qui sont en position dominante de complotistes. Et ça se retrouve dans une gendarmerie ou dans un poste de police quand une femme va porter plainte. Elle est en minorité parce qu'elle est dite sexe faible. Donc, ce qu'elle dit, il faut qu'elle le prouve, reprouve plus que l'homme. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on retrouve les mêmes phénomènes à tous les échelons de la société. Sauf qu'il y a un système qui va prendre une partie quand ça l'arrange, et puis quand ça ne l'arrange pas, va dire c'est des complotistes. Et c'est le même cadre psychologique qui fait qu'aujourd'hui, on veut couper la parole à quelqu'un qui va dire quelque chose qui va déranger, quelqu'un qui va être victime de violence, ou les jeunes qui sont victimes de comment on dit ça dans les écoles, de harcèlement. Il y a des établissements scolaires qui ne veulent pas que ça sorte parce que ça va salir l'image de l'établissement. Donc on va regarder l'image, encore le paraître, plus que la défense de l'être. Et nous sommes dans une logique extrêmement précise. C'est que là, maman, ni d'ici, si un seul taille, ni problème, tout pour venir à la rescousse, pour garder que nous avons réglé le problème là. Nous pas dit si y a un problème, nous allons mettre de côté. Et puis nous allons faire plein de frais. Nous allons faire tout. Bien. Alors, on va parler du seuil de pauvreté. Selon un rapport du Secours catholique, en Martinique, il y a 29% de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 2 fois plus que dans l'Hexagone. C'est quand même énorme. Oui, mais alors, c'est pas un rapport. D'ailleurs, je suis déjà venue ici en parler. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Peut-être que le Secours catholique a repris le chiffre. Oui, la réalité, c'est que l'INSEE sort ce chiffre-là. Heureusement, d'ailleurs, ça a été un long combat depuis 2019. Alors, je vais m'étendre un peu parce que je pense qu'on a besoin, d'ailleurs, de comprendre ce qui était fait avant.
Ce qui était fait avant, pour améliorer d'ailleurs les chiffres de la France en général, c'est qu'on calculait le taux de pauvreté sur les Outre-mer en fonction de leur propre salaire médian. Pas le salaire moyen, le salaire médian, donc la moitié d'en bas, la moitié d'en haut, on arrive à un salaire médian. Ce qui montrait, en Martinique par exemple, qu'on était pauvre, on était considéré comme pauvre, notamment dans les politiques publiques, en Martinique, qu'à partir du moment où on gagnait moins de 889 €. Évidemment, puisqu'on a beaucoup de bas salaires. Oui. Donc, quand on calcule le salaire médian, rapidement, on arrive à un taux de pauvreté calculé sur un seuil qui est très bas. Donc, on considérait que, finalement, à moins de 880 et quelques euros, c'était 870 en Guadeloupe, et c'était pire en Guyane, c'était presque 600 et quelques. Ce qui veut dire qu'on considérait en Guyane, où c'est encore plus cher qu'en Martinique, qu'on était pauvre quand on vivait avec moins de 680 € ou 624 €. En fait, il y a eu un combat militant assez fort pour dire, mais déjà que nous avons mené d'ailleurs, et que une étude d'ailleurs, enfin un ingénieur, chercheur a mené, qui fait des études sociologiques, et qui a montré que, évidemment, à l'INSEE, que ça n'avait absolument aucun sens de faire ce genre de calcul sur les Outre-mer, parce que, ça ne démontrait absolument pas la réalité de la vie que pouvaient mener les Martiniquais. Ça ne montrait absolument pas la réalité de la pauvreté, parce qu'il aurait fallu qu'on rajoute l'indicatif des surcoûts. Et ça montrait encore moins la réalité des politiques publiques, du coup, qui devaient être menées à l'endroit de la population d'Outre-mer en général, et de la population martiniquaise en particulier. Et donc, en 2019, l'INSEE a changé son fusil d'épaule, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un taux qui avoisinait les 29%, mais on est aujourd'hui plus à 32% d'après le dernier rapport de l'INSEE. On a le salaire médian, on a le calcul qui se fait sur le même salaire médian que la France, et du coup le seuil de pauvreté est désormais de 1026 €. Mais on a donc 3 Martiniquais sur 10 qui vivent avec 1026 €, et quand on rajoute un delta même de 200 €, donc avec 1226 €, on a 48% des Martiniquais qui vivent avec moins de 1226 € en Martinique. Bon. Mais qu'est-ce que ça provoque ? Parce qu'on est là au moment où on se demande qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi on est dans une situation sociale aussi tendue, pourquoi on a dit, et tout à l'heure on en a parlé avant le début d'émission, pourquoi ça fait des années qu'on dit qu'on est sur une cocotte minute et tout ça, parce qu'on se rend quand même tous compte quand on va au supermarché que l'on se pose toujours la question de savoir mais comment ceux qui gagnent, déjà que c'est dur pour nous qui avons un métier, qui avons des revenus que l'on peut considérer peut-être comme confortables par rapport à une moyenne et tout ça. Moi, il m'arrive très régulièrement de me demander mais qui m'en est les autres la café, parce que moi, il y a des choses que je renonce à acheter quand je vois le prix. Et ben la réalité, c'est qu'on a aussi échappé aux politiques de lutte contre la pauvreté. Alors soit on y a échappé, soit on est passé également à côté, puisqu'on n'avait pas par ailleurs les bons indicateurs. Je crois que pour faire des politiques publiques, au-delà du projet, il faut aussi avoir les bons indicateurs pour savoir d'où on part. Et La Réunion, par exemple, avait fait ce travail-là depuis longtemps. Je rappelle que La Réunion, c'est un outre-mer d'1 million d'habitants. La Réunion, ça fait des années qui sont sur les critères de pauvreté de la France hexagonale, imaginez, alors qu'eux aussi c'est beaucoup plus cher, mais ça veut dire que toutes les politiques publiques de l'État qui ont été sur des politiques de lutte contre la pauvreté, d'amélioration de l'habitat, ben, ils ont eu plus d'argent que nous. Ils en ont eu. Parfois, nous n'avons même pas eu par ailleurs. Mais pas seulement sur ça, hein. La Réunion se débrouille bien. Mais la Réunion s'est débrouillée pour que, par hein. exemple, ces fonctionnaires cotisent également sur le régime indemnitaire dit de cherté, des 40%. Ce qui veut dire que, parce que nous aussi, c'est ce qui se passe aussi en Martinique. À partir du moment où les fonctionnaires qui ont nourri
quelque part le système parce qu'ils ont des revenus qui sont qui sont de moins en moins importants. Hein. C'est la différence aujourd'hui entre les salaires des fonctionnaires et du secteur privé a énormément augmenté, énormément diminué, singulièrement sur les fonctionnaires territoriaux. Je crois qu'on est à 11% d'écart entre les salaires privés et les salaires de la fonction publique territoriale, sur les moyennes salariales. Et le plus important, c'est sur les salaires de la fonction publique d'État. Les fonctionnaires d'État, par contre, ont quelques 18%, me semble, de plus. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes elles tombent à la retraite en Martinique ? Elles perdent leurs 40%. Et donc, leur retraite est calculée sur un salaire qu'elles n'ont jamais eu, c'est-à-dire un salaire hors prime, évidemment, et hors 40%. Et donc, ce n'est pas une dégringolade simplement de 75% du salaire. Parfois, c'est une dégringolade de 190% du salaire. D'accord. Alors, tu disais combien c'était difficile avec 1 200 € de vivre ici. Mais alors, les gens là qui touchent le RMI ou le RSA, pardon, ce genre, comment ils font ? Et j'entends qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui dorment dans leur voiture aussi. Oui, alors peut-être moins en Martinique, on peut le voir sur l'Hexagone, mais il y a une vraie difficulté. Et sans compter ceux qui ne disent rien, parce que les Martiniquais sont fiers. Il y en a qui sont chez eux, il ne faut même pas éteindre leur pauvreté. Hein. Oui, mais on en a déjà parlé. La réalité, c'est que c'est pas tant que les gens ne disent pas, c'est que même quand ils disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai pris, il n'y a pas très longtemps, une petite dame en stop. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Au Diamant. Alors, c'est vrai que la zone Diamant, Trois-Îlets et tout ça, les gens ont l'habitude de faire du stop. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas quel âge vous avez, madame, mais sachez quand même que dans le Sud, pour les plus de 75 ans, l'abonnement du transport est offert. Et elle m'a dit, je n'ai pas encore l'âge. Et je lui ai dit, mais sinon, pour les personnes de 60 ans et plus, c'est beaucoup moins cher. Elle m'a dit, mais Ishmoin, je dis, m'en choisis entre le bus ou le pain. Voilà. Donc ce jour-là, elle avait de l'argent pour acheter un pain, pas pour payer le bus. C'est ça notre réalité. Olivier, sur cette pauvreté en Martinique. C'est encore à voir à plusieurs étages. Donc, les éléments qui viennent d'être développés sont incontestables. Ils sont même, nous qui sommes des militants sur le terrain, nous faisons souvent des courses où nous allons faire des paniers. Il y a un groupe de militants d'ailleurs qui va offrir des repas aux SDF, etc. On est au clair sur ça. Mais je crois qu'il faut que les gens comprennent que la dépendance est organisée. Plus vous avez de bas revenus, plus vous êtes dépendant d'un système. Et puis vous allez fermer votre bouche si quelque chose ne va pas. Parce que vous avez des minima sociaux, ou vous avez des salaires qui sont alignés sur le SMIC, et qui font qu'aujourd'hui, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Voilà encore une violence. C'est-à-dire que le système est organisé afin de créer une espèce de masse de personnes qui puissent faire pression sur la partie des personnes qui travaillent pour que nous acceptions tout et n'importe quoi. Parce que c'est en chance que vous avez travaillé. On est des patrons qui a dit ça. Des patrons, mais si vous n'êtes pas content, allez ici. Même si il y a en pression de harcèlement, il y a en excès de zèle, etc. Que ce soit femme ou homme d'ailleurs. J'ai reçu un jeune, je me souviens, qui était dans un garage automobile de Trinité, et le patron n'était pas content de la manière dont il avait peint une jante. Il avait repeint une jante. La manière dont le gars s'est exprimé envers ce jeune-là, et qui fait des heures supplémentaires, qui reste 2-3 heures, des fois plus, etc. Donc, il n'y a pas ni respect. Donc, ça veut dire qu'on considère aussi que la personne qui a 800 €, 900 €, 1000 €, 1200, 1500, des fois 2000, j'ai vu des fois dans des couples, un monsieur qui
qui a une profession, une dame qui a une autre profession dite inférieure, le comportement. Et j'ai vu l'effet inverse aussi, hein, la dame qui a une profession. Donc ça veut dire qu'on est dans une société qui hiérarchise et qui trouve tous les moyens possibles pour que les gens se regardent en chaîne de faïence et qu'ils soient méfiants les uns les autres et voire jaloux les uns envers les autres. Donc ce phénomène de pauvreté est organisé. Il est voulu. Il y a assez d'argent. Je ne vais pas revenir sur les sommes colossales. Mais ça existe aussi en France, hein, ce problème de pauvreté. Mais c'est bien pour ça que je dis que c'est organisé. Pourquoi les prix? Mais si on reste sur la Martinique, il y a des groupes qui se battent. Il y a eu 2009. On oublie ça. C'était contre la vie chère. Hein, c'est contre la vie chère. On voit que dans la plateforme de revendication qui est présente aujourd'hui, ce thème de la vie chère revient. Je reviens du barrage de Carrère, où il y a un bout de gel qui partit, parce qu'apparemment il y a une délégation de personnes de barrage qui seraient reçues par le préfet en ce moment. Eh bien, il y a eu une friction, parce qu'un des jeunes a dit, mais malgré qu'on nous parlait des bouteilles là qui a 2 euros et qui a forcé même. C'est pas seulement passe sanitaire et puis obligation vaccinale. Alors, donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on a un problème avec de population martiniquaise, c'est-à-dire que des gens réfléchissent. Si je fais un enfant, si je fais 2 enfants, si je fais 3 enfants, si je fais 4, en fonction des revenus. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, c'est le surplus de la cherté de la vie en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et j'estime qu'un État qui se dit reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité devrait donner des garde-fous pour que les prix soient nettement moins bas qu'en France. C'est-à-dire quand on ne peut pas réparer en donnant quelque chose, on peut réparer en évitant de prendre encore quelque chose. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir quelque chose qui soit mis en place sur la taxe foncière, sur un certain nombre de prix comme les prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de l'eau et les denrées alimentaires. D'accord? C'est quelque chose qui devrait être normalement pour une nation qui a exploité des gens pendant presque 600 ans et qui se dit à la partie des droits de l'homme, eh bien quel droit? Donc qu'est-ce qu'on met en place? Et non pas tous ces... Il y a un tas de trucs où tu peux t'inscrire, où tu peux avoir plus de 75 ans, tu ne vas pas payer par ci. Enfin, un tas de dispositifs dont les gens ne sont pas au courant. D'accord? Et puis, ce n'est pas normal en termes de dignité, de respect qu'ils aient encore demandé. Parce que, tu as parlé, le Martiniquais est fier. Et heureusement. Donc, il faut qu'il aille demander, il faut qu'il aille quémander. Donc, on le positionne en tant qu'enfant qui doit encore aller s'agenouiller pour demander, etc. C'est il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Moi, en 2013, je termine là-dessus, j'ai vu une dame, je connais le bus, pour faire Saint-Esprit marin. Donc, moi, mon grand madame, en tête de mon Vauclin là, la dame était habillée en feuilles de banane. Je parle de ça, on est en 2013, 2013 exactement. En feuille de banane. Alors, madame, en grand madame, qui ça madame a dit, mais, on ne peut pas où tu peux des affaires d'argent. On ne peut pas où tu peux des affaires d'argent, c'est pour ça que je ne peux pas prendre tête. Donc, quand j'ai ça m'a planté, ça m'a fait, mon panique de l'eau, donc c'est de l'eau la pluie, les ici, j'ai dormi parce que nuit qu'a fait. Et puis terminé. Donc, aujourd'hui, on est en train de pousser c'est des choix aussi des fois de vie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un système qui est organisé, tu l'as dit en France, pour avoir été conseiller financier, les Français se calculent au centime près, les retraités notamment. C'est-à-dire que 10 euros, ils ont une feuille là qui est sur la table, et puis on calcule. Pour partir en vacances, ce sera tant, sinon on ne part pas, il y a le gaz quand il fait l'hiver, etc. Donc ici, on a la même problématique. Et je suis d'accord que soit on aligne tout le monde sur les 40% et on tient compte des 40% pour les retraites, mais pour tout le monde, parce que sinon on crée une division. Et comme tu es plus
grand frère que moi, d'accord, je vais dire ça comme ça, autant bien la division qu'il y avait entre Beau et la campagne, entre fonctionnaires et non fonctionnaires. D'ailleurs, je vais profiter de dire, parce que depuis, je vais dire que la poste pour fonctionner, mais non, je ne vais pas fonctionner. Mais ce n'est pas ça le problème en réalité. Puisque dans tout un État, qu'il soit indépendant ou pas, il y aura des gens qui vont travailler pour la fonction publique. Il y aura un service public. Donc c'est un faux problème. Et c'est encore une division qui a été mise en place par le système. Tu travailles pour l'État, donc ferme ta bouche, ou bien tu travailles par machin, etc. Donc ce système de 29%, 32% là, c'est encore, ça c'est notre analyse, nous les militants, ou certains, pas mettre tout le monde dans le même panier, mais certains militants, c'est un système qui est fabriqué, qui est fait pour créer encore des scissions, des divisions, et on appelle ça la lutte des classes. Hein? Donc, pour passer, et tout le monde rêve, celui qui est en bas regarde celui, etc., etc. Et t'as qui est en l'air, regarde t'as qui est en bas, on s'en fout pas y monter. Donc voilà. C'est le fameux ruissellement, c'est ça? Oui. Alors, non, le ruissellement, il n'a pas besoin de te regarder. Oui. C'est naturellement, par un effet magique, ce qu'il produit et qui est le petit surplus redescend. Voilà. Mais c'est grave parce qu'il y a des gens qui, quand ils ont une soi-disant position professionnelle ou sociale, je le vois sur les barrages. Quand il y a des gens qui arrivent, ils regardent qu'on a, s'il a pu tomber, il y en a. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés d'une certaine réalité. Alors, il y a des gens qui se jouent tard. Ils connaissent tout. Ils savent dire bonjour monsieur, ils savent dire bonjour madame, est-ce que... Machin. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire non plus de généralité. Il n'y a pas que ça. Mais... Je suis sur un barrage et je vois les comportements. C'est assez... et donc, on peut être poli tout le temps. Oui. On peut être poli tout le temps. Bien plus. Oui. Alors, est-ce qu'on peut passer à notre sujet sur ça? Puis vous voulez répondre? Non, c'est bon. Non, mais c'est un sujet important. Parce qu'on a introduit comme ça en parlant de la pauvreté. Aujourd'hui, dans le corps des revendications, on retrouve finalement ce qui avait été revendiqué il y a plus de 10 ans, en 2009, sur la cherté de la vie. Mais il faut le dire qu'il y a un combat militant à mener sur ça. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec la forme que prend la mobilisation, notamment le soir, et les raquettes et tout ça, ça me pose évidemment grand problème et je le condamne. Pour autant, je comprends l'idée de la révolte sociale. L'idée aujourd'hui qu'il y ait un problème social qui génère de toute façon là un niveau d'exaspération singulier. Quand des personnes ne sont plus en capacité de cuisiner parce qu'elles doivent attendre le mois prochain pour pouvoir acheter cette fameuse bouteille de gaz qui a pris plus de 10 euros, qui a pris plus de 10 euros en moins de 2 ans, il y a des questions à se poser. Quand on sait, malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu'on sache que notre système n'est pas bon, mais que on nous fait payer, alors qu'on connaît le taux de pauvreté de la Martinique, l'eau la plus chère de France, parce qu'il y a pas de... parmi les eaux les plus chères de France, il y a quand même de quoi s'interroger. Quand on regarde, je ne sais pas pour vous, moi je fais les courses. Alors j'ai appris... Moi aussi. C'est très bien. Moi au aussi. supermarché, c'est vrai qu'on s'y est déjà croisés. Et même sur les marchés, on s'est déjà croisés. Moi je ne vais pas au supermarché. Alors moi j'y vais, mais pas... Je fais des courses. Mais pas en supermarché. Pas en supermarché. Écoutez, ma pas calé. Mais si moi je vais profiter de moi, moi pas mazou. Donc moi rien l'autre côté. Mais on n'a malheureusement pas toujours en dehors des supermarchés. C'est ça qu'il faut organiser. Tout à fait. Il faut je suis d'accord. Il faut organiser surtout, en effet, le développement d'un certain nombre de filières. Et ça aussi, quelque part, c'est freiné. Et c'est peut-être sur ça qu'on devrait réorienter les choses pour plusieurs raisons. Nous sommes sur un territoire à risque. Nous sommes sur un territoire qui peut être immergé demain et pour des raisons diverses et variées, on ne sait pas. On est presque dans un moment exceptionnel, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de forte guerre sur l'Europe. L'Europe n'a jamais connu un temps de paix aussi important, mais en admettant qu'il se passe quelque chose et que une troisième, une quatrième guerre mondiale, parce qu'il y en a eu finalement plein, des micro-guerres un peu partout aujourd'hui, mais en admettant qu'il y a un gros clash, bateau pas capati. Parce que c'est en bas, c'est des sous-marins qui n'ont qu'un objectif, c'est de les couler. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Et on consomme 94% de ce qui est consommé en Martinique vient de là-bas par exportation. Donc il y a évidemment, la protection de toutes les populations, je dirais même pas simplement des plus faibles. Mais moi, quand je regarde aujourd'hui, il m'est arrivé d'appeler aussi un certain nombre de chefs d'entreprise, propriétaires de supermarchés, pour leur demander est-ce qu'on était des abrutis. Comment se fait-il, par exemple, que des lots de 2 au kilo, parce que je regarde au kilo, au litre, je prends ma calculette pour faire une règle de 3 quand je vois qu'il y a des lots et je compare les prix, quoi. Je suis assez vigilante dessus et tout le monde me connaît, j'ai des seuils. Il y a des seuils sur lesquels, que ça soit sur le marché, que ça soit, je n'achète pas. Bon, mais je dis, il y a un moment où la population, il faut qu'elle trouve malgré tout dans le collectif, qui peut être l'État, mais qui peut être aussi les collectivités, des solutions qui vont venir la soulager. Et malheureusement, le service public également, le service public d'eau, le service public d'énergie est très coûteux en Martinique. Et ça, c'est problématique. Et on parle d'investissement. Mais l'investissement est plus coûteux pour tout le monde, même pour les ménages. On en a aussi parlé en introduction, avant que l'émission ne commence. Mais comment le Martiniquais fait pour s'accaparer son propre territoire quand, depuis 30 ans, 40 ans, même les taux d'emprunt, et peut-être que Olivier Bérisson pourra nous en dire plus, mais le prix de l'argent est de 1 point à 1,5 point plus cher chez nous qu'il ne l'est dans l'Hexagone. Donc quand vous avez besoin de faire un investissement, il vous coûte d'acheter votre bout de terrain, de construire votre maison, ça vous coûte plus cher que si vous l'aviez fait sur la France hexagonale. Donc il y a quand même des choses et des critères sur lesquels politiquement, il y a des mobilisations et nous devons attendre des choses, notamment de nos élus sur ça, sur ce qui est de la protection de la population. Et nous devons, nous aussi, prendre conscience que s'il n'y a pas de mobilisation, parce que les condamnations sur les violences qui ont cours contre les Martiniquais aujourd'hui à certains barrages, il faut le dire aussi, malheureusement, la vie militante, et je l'ai écrit et je le dis à qui veut bien l'entendre, la vie militante, c'est quoi ? On s'est souvent retrouvé, Olivier Bérisson le sait, on s'est souvent retrouvé à se regarder sur les manifestations, tout le monde se fait coucou. Pourquoi on se connaît tous sur les manifestations quand il s'agit de parler de la loi travail, de la réforme des retraites, d'un certain nombre de sujets ? Parce que c'est les mêmes qui militent sur tous les plans. Et c'est quoi la syndicalisation aujourd'hui en Martinique ? 5%. 5% de syndicalisation. Alors tout le monde, on en parlait encore, à l'instant on vient d'en parler, tout le monde est consommateur. Tout le monde est consommateur de tout, pas seulement de biens, mais également de lutte sociale. Et tout le monde attend que ce soit les autres qui luttent pour obtenir quelque chose. Mais si on veut que les choses changent, il y a un moment, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des mouvements, que ce soit dans des partis, mais il y a un moment où il faut que les gens s'impliquent dans la vie du territoire sur lequel ils vivent. Ce n'est pas toujours les mêmes qui vont pouvoir mener les combats, ce n'est pas toujours les mêmes qui vont pouvoir se mobiliser, et on voit bien le résultat. Faute de militants aujourd'hui, les syndicats ont perdu la main. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait suffisamment de militants, éventuellement, même si ça prenait la forme que ça prend aujourd'hui, c'est-à-dire des barrages sans braquage, parce que ce n'est pas les syndicalistes qui font ça, même si ça avait pris la forme de barrages, comme on avait en 2009, on n'a jamais entendu en 2009 que des femmes se sont fait agresser sexuellement sur des barrages, on n'a jamais entendu parler de raquettes sur des points de barrage. Mais si, en effet, l'action militante, on va dire pacifiste, était bien plus importante. Et si les gens prenaient conscience que c'est dans l'éducation populaire que nous arrivons à faire bouger un certain nombre de lignes, eh ben, nous n'en serions peut-être pas non plus à de telles extrémités. Alors, moi, ce que je peux dire, pour aller dans le sens de ce que je viens d'entendre, sur les militants, moi, j'ai un exemple frappant qui date d'1 ou de 2 années, lorsqu'on a annoncé que Zouk Télévision devait quitter la TNT. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui aiment Zouk Télévision, me semble-t-il. J'ai la faiblesse de le croire, et qui, généralement, ce sont des gens à faible revenu en plus. Ben, lorsqu'on nous avons fait un appel à un soutien à marcher dans les rues de Fort-de-France pour montrer au pouvoir public que cette télévision était soutenue par les Martiniquais, on a eu très peu de personnes, on a eu 50 personnes.
Olivier Bérisson a été le premier à répondre positivement, à venir ici, à faire une marche au flambeau avec nous le vendredi. Le samedi, on a fait une autre marche. Et j'entends des gens me dire, oui, mais si ce sont des gens comme Olivier Bérisson qui marchent, je ne viendrai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais enfin, bon, bref, je ne lui ai jamais dit ça en plus. Je n'aurais même pas dû ouvrir ma bouche sur ça. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les gens attendent que d'autres fassent pour eux. Ils sont chez eux, confortablement climatisés, la télévision. Et il n'y a qu'à commenter. Hein. Et ils sont jamais contents parce qu'ils estiment que ce que les autres ont fait, c'est pas assez bien fait. Donc c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis totalement d'accord sur ça. Sur les barrages maintenant, sur ce qui se passe actuellement, moi ce que je vois, ce que j'entends, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné. Je vois, je n'aurais jamais pensé arriver à dire ça. Je vois Marine Le Pen sur RMC qui défend ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. Opportunisme. Peut-être. Mais opportunisme. non, mais attends. Mais avec un vrai questionnement. C'est peut-être de l'opportunisme, mais je vois quand même que beaucoup de nos politiques martiniquais ou guadeloupéens n'ont pas fait la même analyse qu'elle. Mano. Mais comment ça, Mano? Mais je te dis ce que j'ai entendu. J'étais ébahi par entendre ça. Ça ne veut pas dire que je suis pour Marine Le Pen. C'est pas ça que je dis. Non, mais tu sais, il faut qu'on fasse attention. Je ne suis pas en train de dire aux gens de voter Marine Le Pen. J'ai entendu la dame dire que ce que le gouvernement fait là, ils oublient qu'ils ont empoisonné les Antilles, ils oublient que la moitié de la Guadeloupe n'a pas d'eau courante, ils oublient ceci, ils oublient cela, et au lieu d'envoyer des aides pour certaines choses, ils envoient le GIGN et voilà. Alors, c'est ce qu'elle a dit. Je voulais rebondir quand même parce que sur alors déjà le critère de pauvreté il est matériel, hein, c'est-à-dire le niveau de revenu. Mm-hmm. Je tiens à dire ça parce que pas seulement. Mais... Il y a une richesse. La véritable richesse ne se retrouve pas dans le niveau de revenu ou dans le niveau de possession de biens matériels de quelqu'un. Donc je ne sais pas quel mot, hein, parce que quand on remonte aux origines et aux premières significations du mot riche et du mot pauvre, on n'était pas là. Je ne vais pas faire de sémantisme et de sémantique, de co-sémantique ici. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un véritable problème où des gens se sentent coupables de ne pas avoir tel niveau de revenu pour pouvoir des fois exprimer des idées extrêmement intéressantes et des points de vue extrêmement intéressants et voire même un niveau de connaissance et de science très intéressant et même au-dessus de la moyenne. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la notion de ce qui se passe sous les barrages avec des actes qui sont des fois limites. Qui ne sont pas limites, M. Bérisson. Je ne t'ai pas interrompu. Je t'écoute attentivement, tranquille. Je suis non violent. Mais je pense qu'il faut mettre des mots sur les mots aussi. Mais tu auras l'occasion de répondre. D'accord. Bon. Je dis qu'ils sont limites. Et pourquoi je dis qu'ils sont limites? Chacun a son échelle. La rue a réglé le monsieur qui a agressé la dame. C'est-à-dire que la rue a retrouvé le jeune homme qui a fait ça et lui a réglé son compte. Et je ne vais pas aller plus loin. Bon, c'est fait. C'est fait et de manière très radicale. D'accord. Là, c'est la réponse à ce que tu disais. Ça a été fait. Ça a été fait. Peut-être qu'il y en a un. En tout cas, celui qui est le plus connu au Marais. Okay. Sur la partie qui est dite raquette, il y a plusieurs niveaux. Entre des jeunes qui demandent 1 euro, 2 euros pour pouvoir faire à manger sur le barrage. Est-ce que ce n'est pas des fois avec le revenu qu'ils n'ont pas qu'ils vont pouvoir tenir une journée sur un barrage? Entre ceux qui demandent, je ne sais pas plus, je tiens à redire qu'il y a des habitudes qui ont été laissées et qui n'ont dérangé personne pendant des années jusqu'à maintenant, notamment sur Fort-de-France pendant le carnaval. Ou qu'arriver, ou les gars l'auto, ils ont commandé telle somme. Ni la CACEM, ni la municipalité de Fort-de-France, ni préfet, ni police, ni gendarmerie n'ont jamais
ne sont jamais intervenus pour dire que ce n'est pas normal. Lorsque ça arrange, parce qu'ils vont faire la police à la place des véritables autorités, ils vont faire des parkings, etc., ça ne va pas déranger personne. Ça se passe depuis des années en allant au carnaval. Moi, c'est un carnavalier. Moi, c'est un chien carnaval. Pas une problème. Donc, ça m'a dit, mais je ne vais pas jamais garer le tournoi. Un chien carnaval. Oui. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu ça. Donc, pas de problème. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carnaval. Ah, bah, autres, mais nous sommes en carnaval l'année passée. Donc, pas de problème. Et nous sommes en carnaval l'année passée. Ce n'est pas personne qui a défini qui a fait la vie, moi, qui a fait mes sorties, pas sorti, puis fait mes signes d'attestation pour que moi-même sorti ou pas. Ah non, c'est fait la fête. 47 ans. Mais non, on ne peut pas mettre 135 € d'amende, faire ça, il est. Moi, s'en foutu. Nous s'en foutu. Et il y a une génération là qui n'a pas ni de quoi payer 135 €, donc ils s'en foutent encore plus. Bon. Alors, je dis, et je continue mon propos. Nous sommes raquettés tous les jours en Martinique. C'est une raquette légalisée et qui est acceptée par toute la classe politique, des fois même par la classe syndicale, pour certains, sur tout ce que nous achetons ici. Là, tu vas te faire des amis, là. Je m'en fous. Je dis, je ne suis pas là pour faire plaisir à X ou Y, Z. Il y a une réalité, ce qu'on raquette tous les jours ici, en Martinique. Je rappelle, qui connaît l'histoire du caïdon? Caïdon. Ah bon? C'était un long monnaie qui était faite seulement pour l'habitation. Et tout le monde doit acheter seulement les boutiques l'habitation. C'est pas jodi qu'il y a une raquette. Pied pas qu'à marcher sans tête. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui regarder et on pense que interroger et les jeunes sous les jeunes. On a l'impression que ce sont des gens incultes. Ils ne savent pas qui manière les marchés publics qui passent en Martinique. Et en France, ou dans le monde entier. Ils ne savent pas qui manière, par exemple, c'est Bougla aller au Congrès des maires. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas les images. Ou nous, dans une situation là, on va partir au Congrès des maires, comme ça, et juste une soirée, Castex qui a juste trappé et Corona. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que je n'excuse rien. Je dis juste que les pieds ont les mêmes terminaisons nerveuses que tout le corps. Bien. Et donc, quand une tête regarde ses pieds et puis dit fous tout ça, là, c'est où qui mal propre, qui pas bien, qui pas prend soin convenablement. Donc, on nous était en grandeur, nous. Ce que je suis en train de dire, c'est que le racket légalisé ne gêne personne. Et on en a parlé. 10 € en quelques années sur le bidon de gaz. C'est un racket. Aujourd'hui, pour choisir entre le pain et le vin, c'est un racket. Une société qui est organisée et qui accepte aujourd'hui que des gens se demandent ce qu'ils vont manger, c'est un racket. Il y a un racket sur le travail. Quand on regarde les postes occupés, je suis bien placé pour ça, c'est-à-dire il y a un problème entre des gens qui vont faire des études, des parents qui se saignent pour envoyer leurs enfants faire des études. Eh bien, je connais des familles, troisième tiers maladie, mon frère, mon soeur, moi, je ne vais pas faire de malaria. Ça va servir à rien. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui tout un pan de la société à revoir. Est-ce qu'on doit accepter une goutte de javel? À partir du moment qu'on a accepté ça, il ne faut pas s'étonner que tout le bras soit gangréné par la suite. Donc, ça veut dire qu'on doit aujourd'hui régler le problème fondamental de la transparence de tout ce qui se passe sur les marchés publics, de tout ce qu'un politique fait, de toutes les collectivités, de ce qu'elles font, de tout ce qu'il y a comme les fermages, par exemple, sur Odyssey. On pourrait parler, si c'est pour parler de problèmes financiers, de raquettes, de machin. Donc, si c'est pour parler de ce qui se passe, pourquoi c'est la Lyonnaise des Eaux qui gère l'eau ici, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment que vous avez laissé un industriel gérer votre vie à votre place, on est dans la raquette. Un industriel n'est pas là parce qu'il vous aime. Bien. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure là? Tout ça a commencé, ce qui se passe actuellement en Martinique et en Guadeloupe, parce que les soignants disaient ils sont contre l'obligation vaccinale
et ils sont contre le pass sanitaire. Mais il y avait aussi d'autres sujets autour de ça, mais c'était surtout ça. Et quel a été le déclencheur pour que ça prenne cette proportion? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce stade-là? L'État qui n'entend pas, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Parce que les jeunes, comme les moins jeunes, disent qu'on a laissé le temps de la discussion. On a laissé le temps de l'échange. On a vu une intersyndicale se mobiliser depuis le mois de juillet, mais on a vu des militants se mobiliser depuis fin février, mars 2020 sur cette histoire de virus. Il y a eu un temps de dialogue. Il y a eu des réunions de concertation. Il y a une mission, enfin une fausse mission, enfin une fausse médiation, parce que la dame finalement a reconnu qu'elle était en mission. Donc un truc assez bizarre. Vous avez derrière un appel à grève générale, rien. Un deuxième appel à grève générale où les intersyndicales sortent de chez les préfets en disant on n'a rien obtenu. Donc au bout d'un moment, si ce que prônent souvent sur ce plateau un certain nombre de tes invités, le dialogue, allons discuter, allons parlementer, etc., ne fonctionne pas, eh bien aujourd'hui, on va parler autrement. C'est-à-dire que l'homme peut venir mauvais, que le vent peut souffler fort, que la terre peut trembler et que le soleil peut chauffer. D'ailleurs, on m'a grillé. Donc ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, vous avez un faisceau qui était là comme une cocotte minute, et qui attendent l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est une contrainte supplémentaire. Et puis, ces jeunes ont leurs amis, qui sont, par exemple, on a 61 personnes qui étaient dans une école d'infirmières, mises dehors parce qu'elles refusent. Il y a des gens qui ont dit, tu ne vas pas passer ton diplôme si tu ne prends pas... alors que ce n'est pas forcément obligatoire dans certains secteurs, mais on oblige, donc on contraint. Donc les gens vivent ça, ils entendent leurs frères, leurs cousins, etc. Ça va déborder. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a créé les circonstances pour que justement une contrainte supplémentaire fasse que le citron a trop purgé, et bien ça pète, parce que c'était déjà bouillant. Tu as un avis sur ça? Deux choses. Alors, je reviens quand même parce que je condamne fermement tout ce qui relève de la délinquance. Je comprends et je le dis. Je fais du syndicalisme depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que l'on appelle aussi révolte. Peut se mobiliser, barrer. Il y a des moyens de pression que tous les syndicats ont toujours utilisés, manifester dans la rue, que ça soit aussi particulièrement... ça peut être chaud. Bon, mais là, on s'en prend à des êtres humains et je rappelle le fameux rapport de domination ne doit pas dans ces moments-là être dans un rapport de domination. On se sent la possibilité, la capacité de dominer l'autre au point, de faire injure au corps d'une femme ou d'un homme, parce qu'il y a aussi des personnes qui se sont faites frapper, voler des portables. Enfin, il y a quand même eu, il y a des retours qui ne sont pas très, très sérieux. Donc, il faut le dire, il faut le condamner. La plupart du temps, dans la journée, les choses, d'ailleurs, se passent mieux parce que dans la journée, il y a probablement plus de syndicalistes qu'il n'y a de ces personnes qui profitent de cette situation, parce qu'il faut le dire. Il y a aussi des personnes qui profitent de la situation pour commettre un certain nombre d'exactions. Et je ne crois pas qu'il faille comparer ça avec la période carnavalesque et considérer qu'il y a un racket légal et il y a un racket illégal. À partir du moment où il se fait contre les Martiniquais, qu'il soit institutionnel, qu'il soit du coût, et on en a parlé, du coût de l'eau, du coût de l'énergie et tout ça, il faut que nous ayons un regard lucide. Et je crois que plus nous aurons de lucidité à nous regarder tels que nous sommes, et plus nous pourrons, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que il faut qu'on puisse se regarder pour trouver parfois entre nous aussi les meilleures solutions. Sur le démarrage de la situation, bien sûr que je ne vois pas comment des pères et mères de famille qui sont susceptibles de perdre leur emploi ne peuvent pas avoir une exaspération qui va monter encore plus que les autres. Donc on peut comprendre, entendre, comprendre et s'interroger
sur la situation de ces pères et de mères de famille et sur les propositions en plus qui leur sont faites. C'est-à-dire que, alors pas de salaire, suspension, alors une sorte de statut un peu bizarre, nouvellement créé, alors tu es suspendu, ton contrat est suspendu jusqu'à ce que... Mais ton contrat est suspendu combien de temps? Ici, pendant 4 ans, on a décidé ou pas aller... Enfin, bon, ce sont des personnels de l'État et moi, je pense que l'État aurait pu déjà en premier s'interroger évidemment sur la méthode, mais aussi s'interroger dans ces cas-là si quelqu'un, parce qu'il faut quand même le dire, il y a un certain nombre d'obligations pour les soignants et les personnels qui travaillent dans des lieux médicaux qui leur sont déjà faites. Si on estime aujourd'hui qu'il y a ça en plus et que l'exercice est réellement incompatible, mais il faut trouver des solutions et dans la fonction publique, on appelle ça au moins des solutions de reclassement. Moi, j'ai dit sur un autre plateau qu'il me semblait légitime de pouvoir dire, bon, on a une sérieuse difficulté, peut-être avant, par ailleurs, que ça devienne une loi, parce que on a bien compris que dans cette organisation globale de l'État, si aujourd'hui il y a, d'ailleurs ça commence, s'il y a des exceptions pour chez nous, il y aura des exceptions partout. Donc c'est le risque que certainement le gouvernement ne veut pas prendre, puisque de toute façon, surtout, il a eu l'habitude de passer en force. Je suis... Et même si mais je suis très claire sur ma position sur la question du vaccin, ça ne fait pas de moi autre chose malgré tout qu'une militante éventuellement vaccinée, mais la misère sociale, je l'entends, la misère aussi, l'insécurité dans laquelle la situation met les familles, je l'entends aussi, et je dis qu'il faut en effet trouver des solutions qui soient des solutions pérennes pour ces personnes. Les propositions qui jusqu'alors ont été faites ne satisfont pas les militants. Alors, est-ce que le rapport de force pourra être tenu longtemps sans que nous en soyons tous des victimes? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai entendu depuis hier. Le gouvernement a décidé que tous ceux qui viennent en Outre-mer, désormais, vaccinés ou pas vaccinés, doivent faire un test PCR. Mais c'était une hérésie de... Oui, mais c'est ce que les soignants demandaient depuis longtemps. Et... Non, c'est pas les soignants seulement. C'est pas, ce qui avait été dit, c'est que les gens qui étaient vaccinés avaient, en gros, étaient déjà titulaires d'un pass sanitaire, donc il n'y a pas de besoin. Mais il est évident... parce qu'il faut pas, c'est pour ça que je dis qu'il faut nous regarder et puis qu'il faut qu'on arrête de faire comme si on était sur le continent. On n'est pas sur un continent, on est sur une île. Bon, donc il y a des choses quand même qui arrivent sur l'île. Il y en a qu'on n'arrive pas à contrôler, mais enfin il y en a quand même, quand tu arrives dans un avion, on arrive à contrôler. La stratégie normalement de gestion de la crise, c'est tester, isoler, d'accord, regarder la sphère là autour de laquelle enquêter quelque part pour savoir si tu as pas contaminé, soigner, d'accord, en mettant le test payant. Ça veut dire que, alors c'est soit tu as le vaccin, soit tu ne peux pas te tester. Même quand tu as eu le vaccin, alors maintenant on apprend que les personnes qui sont vaccinées peuvent avoir des tests gratuits et puis les autres ne peuvent pas les avoir. Donc c'est une pression qui est ridicule parce qu'elle nous met tous en insécurité. Et le fait de demander des tests PCR alors que l'on dit que de toute façon les personnes vaccinées peuvent contaminer est la moindre des choses sur un territoire dont on sait... Pas seulement peuvent être contaminées aussi, c'est ce qui arrive au Premier ministre d'ailleurs. Elles peuvent être contaminées, elles peuvent contaminer d'autres personnes. Aussi. Mais je crois qu'il y a quelque chose dont on parle peu. Et c'est pour ça que j'estime que la stratégie de l'État en matière sanitaire a été ratée. Pourquoi? Parce que ça aussi, quand on se regarde en face, on le sait. On sait qu'il y a plus de diabétiques chez nous qu'ailleurs. On sait aussi qu'il y a une contamination, un empoisonnement au chlordécone. L'hypertension. Qui génère, à minima, des malformations, des problèmes de procréation, des cancers de la prostate et tout ça. Ce qui veut dire qu'on a peut-être une population, même s'ils n'ont pas fait toutes les études, mais une population qui est d'ores et déjà plus fragile. On a beaucoup plus d'hypertension. On a malheureusement aussi un taux d'obésité qui est important. On a un taux de diabète qui est important. Ce qui veut dire que notre population, et l'État le sait, est d'ores et déjà plus fragile. Elle est plus fragile.
Donc ça veut dire que la campagne qui a été montée, la campagne Catananas et tout ça, c'était un truc ridicule. C'était un truc injurieux et pire. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on est dans une égalité dans l'offre de traitement, mais c'est que ça fait longtemps qu'on doit avoir un système de soins qui doit aujourd'hui être, et je le disais tout à l'heure, protéger la population. Olivier? Alors, évidemment que... Sur le test PCR, par exemple, à l'arrivée, au départ. Oui ou non? Mais non, mais de toutes les manières, il y a une imbécilité à considérer ceux qui ont pris cette substance comme sauvés des eaux. Donc, je rappelle que c'est la cour... comment elle s'appelle, mon Dieu? Enfin, dans un rapport de l'avocat du ministère de la Santé qui dit que, de toutes les manières, quelqu'un qui a pris cette piqûre contamine et aussi fait transmettre et aussi peut-être contaminé. Donc, il y avait là... c'était encore une fois une manière de mettre de la pression, de la propagande pour que les gens aillent prendre cette piqûre. Donc c'est là que je trouve qu'on est dans la délinquance. C'est dans la délinquance de faire venir la Transat Jacques Vabre, de faire un village. Des jeunes sont approchés pour tenir des stands, à condition qu'ils aient pris la piqûre. Donc c'est encore de la propagande. On a l'impression qu'on est dans un régime chinois ou stalinien. Donc, ou de la Corée du Nord. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on fait ça, c'est de la délinquance. C'est encore, et un des éléments déclencheurs, c'est cette fameuse soirée où il y aura maintenant, soi-disant, une enquête administrative. Une enquête administrative pour une soirée, je ne sais pas trop quoi, ou des raid des Alizés. Les gens faisaient la chenille. Voilà, etc. Donc, on va faire une enquête administrative. Soyez à fait, hein. Virus n'a pas qu'à attendre une enquête administrative. Oui, mais ce que je veux dire, on a plein de trucs qui se passent en Martinique. Non, les mariages, 400 personnes. Tu as le droit, Madame Billy, de dire que tu es contre toute forme de délinquance et de signifier dans le détail quel type de délinquance. J'ai le droit de dire qu'il y a des incohérences dans ce qui est du traitement du tour d'éole, du tour cycliste, et puis de cette transaction. Je rappelle en plus, je vais rester gentil quand je veux parler de maladresse de communication sur le site internet de la Jacques Vabre, où c'est clairement marqué qu'il rend hommage au circuit de la route du café. Vous savez combien de personnes font du café en Martinique? Vous savez qu'il y a des entreprises martiniquaises qui font du café en Martinique? Oui. Qui en fait la promotion? Où sont-elles sur ce type de village? Moi, j'ai vu des Audi, non pas des Audi, des Volvo, des Jaguars à presque 100 000 et quelques euros. C'était pour quel type de public? Donc, ce que je veux dire, c'est que là encore, on met le feu aux poudres dans une période telle que celle-là. Donc vous m'en dites, vous poussez le bouchon. Et vous allez jusqu'à... C'est-à-dire que tout le temps, pour qu'on y tire votre là, allez, on continue, on pousse, on pige le citron. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce genre d'exercice. Et puis, je veux revenir sur un point important. Et je suis heureux que CNews ait invité le professeur Péron pour en parler. Soignons les gens. Et puis, on finit avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Péron? C'est-à-dire que... Pour ceux qui n'ont pas vu CNews, mais qu'on soigne les gens, qu'il y a des protocoles de soins, qu'aujourd'hui... oui, mais on ne sera pas d'accord, mais c'est ça la contradiction. On ne sera pas d'accord. Mais elle n'a encore rien dit. Mais elle a secoué la tête. Ah, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut soigner les gens. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu'un rapport de la célèbre revue The Lancet, faux, que tout le monde sait qu'il est faux. En une journée, le gouvernement français interdit l'hydroxychloroquine, le grand toxique. Donc, moi, je peux porter plainte. Parce qu'en ayant fait mon service militaire, on m'a fait prendre une substance toxique
donc, qui est brevetée depuis 1939. Et c'est en 2020, comme par hasard, qu'elle devient toxique. Évidemment, elle ne coûte pas cher. Pourquoi des pays et certaines régions d'Inde, certains pays d'Afrique aujourd'hui, qui prennent le traitement contre le paludisme, donc de l'hydroxychloroquine, donc de l'azithromycine, donc de l'ivermectine, ont un taux d'incidence quasiment ridicule par rapport à cette, entre guillemets, pandémie. Des chiffres sont sortis dernièrement où on dit que les gens qui étaient hospitalisés de cette maladie-là représentaient 2%. Je veux rappeler et rendre hommage aux hospitaliers qui se battent depuis des années en disant qu'il y a un manque de lits, qu'il y a un manque d'effectifs, qu'il y a un manque de moyens, etc. Et que si justement il y avait une crise, on aurait eu des problèmes. Je rappelle que vous preniez tous les journaux télévisés de 2016, de 2017, de 2018, de 2019, sur la période allant de octobre à février sur le sol français. Et vous allez voir que chaque fois, les lits de réanimation étaient remplis, que les hôpitaux étaient en grève, etc. Parce qu'il y avait une sur... les gens affluaient, parce que c'est le moment de l'état grippal, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau. Donc, on fait croire qu'il y a un système qui propagandiste. On se pose la question. Pourquoi aujourd'hui il y a le Pfizer Gate là qui est sorti encore une fois? Ça veut dire qu'une société qui a déjà été condamnée, je me demande si toi, Manu, ou si Madame Bélé va faire confiance à une femme pour toi, enfin je sais pas, enfin un être vivant, un être humain qui a été condamné pour violence, pour viol, etc. Et puis on vous dit, tiens, cette personne-là va venir être votre chaperon, va venir vous accompagner, etc. C'est-à-dire que vous avez une société comme Pfizer qui est condamnée pour falsification de données. Je répète. Et corruption. Et aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Donc il y a de quoi se poser des questions. Donc aujourd'hui, on a... Notre Béatrice, faut répondre tout et puis on a encore une fois dans la violence. Oui. Dans la violence. Nous avons des personnes qui ont des effets secondaires. Nous avons des infirmières qui ont pris ce truc-là, qui sont assises, par exemple, qui font une pause, et puis qui se réveillent, qui se lèvent dans une mare de sang. Parce que ça a changé leur cycle menstruel. Peur de parler. Violence faite aux femmes, mais aux hommes, là, par le système. Et comme ils ne peuvent pas parler, et comme ils ont honte de dire qu'ils prennent bagaille que ça n'est pas fait, donc personne ne peut dire rien. Donc nous avons les retours. Alors, est-ce que les infirmiers qui sont sur sur les mouvements mentent? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je retiens des leçons de l'histoire. À chaque fois qu'un système fait quelque chose de ce genre-là, il ne va jamais dire quels sont les effets secondaires des camps de concentration. Béatrice, je rappelle quand même que Pfizer, c'est eux qui ont fait la pilule bleue. Aussi, et personne n'a demandé ce qu'il y avait dedans. C'est une plaisante, en fait, c'est une plaisanterie. Non, mais c'est très important ce qu'elle est en train de dire. C'est que j'entends beaucoup sur certaines antennes, j'entends du Madame de Grandmaison dire ça, c'est-à-dire que sur un certain nombre de choses, on ne demande pas ce qu'il y a dedans. C'est une plaisanterie. Non, mais ce que je veux dire, la société a changé. D'accord. Comme on ne fait plus confiance, les gens regardent ce qu'il y a dans une notice. Ah ben. D'accord. Moi, j'ai toujours regardé ce qu'il y avait dans une notice. Les gens regardent. Moi, ça ne me donne pas de qualité de médecin, mais j'ai toujours regardé. Mais en tout cas, ça empêche des fois de se dire, et beaucoup d'entre nous, on se dit, tiens, ma barre apprendre. Parce que voilà, sous beaucoup de médicaments. Et quand quelqu'un dit qu'il va chez son médecin et que le médecin lui a donné une ordonnance et qu'il ne prend pas le médicament, ce que font beaucoup de Martiniquais d'ailleurs, personne ne va venir dire ou c'est en ceci ou c'est en cela. Lorsque quelqu'un avait la dengue et qu'il rentre en quelque part, personne ne lui disait tu ne viens pas dans la soirée, tu ne viens pas parce que tu vas me contaminer. Si. C'est pas comme ça que ça transmet. Si. On parle donc, de la dengue non, ou de ça la ne passe pas. Si. La dengue, ça ne se transmet pas par aérodie. On n'est pas d'accord. Bon, d'accord. Et puis, il y a d'autres maladies virales d'ailleurs. C'est pas que. Il y a d'autres maladies virales. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que pourquoi avoir refusé de soigner les gens, d'avoir interdit aux médecins généralistes, d'avoir dit aux gens d'appeler le 15,
D'accord? Donc, j'ai vu de mes propres yeux. Mais les Il y a hommes mon- verts, il y a- c'est ce que il y a- parce qu'on est il y a- Oui, on voilà. est parti. Oui. Donc, J'étais en train de commencer à oui, parler, il a oui, repris oui, la oui. parole et Par là... rapport à la pellicule, c'est de ma faute. Donc, Je veux pas te donc, dire ce que ça. je veux dire, c'est que tout Voilà. simplement, soyons encore dans l'idée principale de considérer que chacun est un être sacré. Est-ce que je peux jouer avec la santé des gens pour des intérêts financiers? Béatrice. Oui, mais c'est évidemment que c'est une bonne question, mais du coup, on ne peut pas l'utiliser simplement lorsque ça va dans le sens d'une analyse et pas de l'autre. Et tout à l'heure, Olivier Bérisson a cité un certain nombre de pays et moi, je ne veux pas faire de raccourcis faciles. Je ne suis pas médecin, donc il y a un certain nombre d'informations, notamment sur... moi, si je compare des études, si on parle est-ce que je peux d'études... faire un préalable? Je ne juge pas tes points de vue. Non, j'ai dit je ne suis pas médecin. J'ai dit tu as parlé de certains pays. Tu as parlé de raccourcis faciles. Non, j'ai dit Tu j'argumente sans jugement de valeur. Non, j'ai dit je ne veux pas faire sinon je laisse le plateau et je te laisse toute seule. Mais non, ce qu'elle a dit, mais ce qu'elle a dit, c'est qu'elle... J'ai dit, moi, elle ne veut pas faire de raccourcis, c'est ce qu'elle disait, Olivier. Sur ma propre analyse. Bon. Et jusqu'à maintenant, vous avez échangé cordialement. Ça a toujours été le cas, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, et ça arrive. Donc voilà, je ne porte pas de jugement sur ton argumentaire. Pour autant... je dis qu'aujourd'hui, dans les choses telles qu'on les présente, et je crois que nous avons, peut-être en tout cas parce que nous prenons une parole publique et une parole politique, le devoir de pouvoir dire là où nous avons des arguments, que nous n'avons pas toujours. Après, on peut, mais je pense que la situation est suffisamment grave. On a parlé de certains pays, on parle de l'Inde et de l'Afrique. Bon. Nous comparer d'ailleurs déjà à deux territoires dont un fait 1,3 million d'habitants et l'autre 1,4 million d'habitants, 1 milliard d'habitants, c'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que dans certains pays, c'est des provinces qui représentent, notamment en Inde, qui représentent presque même ce que pourrait être la France. Ne pas savoir et faire croire que les systèmes de santé sont les mêmes partout est illusoire. Évidemment qu'on n'aura pas les chiffres de l'Inde ou de l'Afrique tels que ceux que l'on peut avoir, et d'ailleurs sur lesquels on se base, parce qu'on se base sur des choses pour dire ça se passe moins bien là ou ça se passe mieux là, mais enfin, en tout cas, on n'a pas obligatoirement les mêmes bases. Et puis, je crois que c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la fragilité de la population martiniquaise, et ça, on la connaît. À contrario de certains pays, nous avons une population vieille. Mmh. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune du monde, en tout cas de cette planète. Et on sait pertinemment, par exemple, que la jeunesse écarte d'un certain risque, et notamment celui de la mortalité. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? C'est que tout à l'heure, Olivier Bérisson a parlé d'un certain type de médicaments. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 5 ans, beaucoup d'Africains militaient contre la chloroquine, qui provoque également, parce qu'elle ne doit pas être prise pour lutter contre le paludisme de façon épisodique, elle doit être prise de façon régulière. Pourquoi? Parce qu'elle provoquait des déformations, des maladies et des choses comme ça. Donc ce n'est pas aucun médicament en fait n'est anodin. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'on s'était interrogé, même chez nous, parce que les Africains avaient développé d'ailleurs l'artémésia, qui était non pas un traitement qui permettait de développer les formes du paludisme, mais ils avaient prouvé que l'artémésia, en l'occurrence, pouvait arrêter le paludisme. Et il y avait eu tout un scandale avec l'OMS qui avait refusé qu'un certain nombre d'États décident de cultiver l'artémésia
plutôt que d'utiliser justement la chloroquine et l'azithromycine qui n'étaient pas bénéfiques aux populations. Donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'on regarde nos réalités. On peut ne pas croire maintenant en l'efficacité, l'inefficacité. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention. Tous les traitements dont on parle, des traitements alternatifs, pour des raisons qui sont peut-être des raisons financières, parce qu'on ne va pas faire croire qu'il n'y a pas un lobby pharmaceutique, qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui doivent nous déranger, nous interroger. Tout cela fait partie quand même aussi d'une sphère financière importante qui a des intérêts dont on sait. On sait, il y a eu les scandales du Mediator, il y a eu suffisamment de scandales autour de la médication pour qu'on se dise, oui, ce ne sont pas obligatoirement des alliés toujours très fiables. Bon, mais les éléments que nous devons, à mon sens, utiliser pour les combattre, doivent être aussi des éléments, les mêmes éléments que l'on met en face pour les combattre, doivent être les mêmes éléments que l'on doit pouvoir mettre en face. On n'en a pas obligatoirement les moyens aujourd'hui, mais on n'a pas les éléments de certitude et de preuve sur un certain nombre de traitements alternatifs. Donc il faut faire attention. On n'a pas la preuve que certains traitements marchent de façon absolue. Et on n'est pas sûr qu'on a envie d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a la peur qui nourrit. Il faut quand même être aujourd'hui assez sérieux. Quoi qu'il en soit, il y a une peur qui nous conduit, la peur de la maladie, la peur également du vaccin. Et ces peurs-là, la société, en effet, doit apprendre à les accepter, apprendre à les gérer. La réalité, c'est que nous devons entendre le fait qu'il y ait des gens qui aient peur. L'émission est presque terminée. Pourquoi la peur? Pourquoi la peur et pourquoi pas la vie? De la même manière que sont développés qui est développé un argumentaire en parlant des populations de l'Inde, etc. Il y a un argumentaire. M. Piron a eu des responsabilités à l'OMS. Il y a une docteure suisse, Zuckerberg, enfin j'oublie son nom, qui a eu des grandes responsabilités à l'OMS et qui aujourd'hui développe un argumentaire sur lequel nous nous reposons. Donc ce sont des gens qui ont eu des fortes et des grandes responsabilités à l'OMS et qui disent aujourd'hui de faire attention. Et de la même manière qu'on ne peut pas se reposer sur un certain nombre d'études, encore moins si un médicament qui est breveté en 1939, on ne peut pas lui faire confiance, encore moins quelque chose qui est en phase expérimentale. Donc je veux dire que il faut allons jusqu'au bout du raisonnement. Et donc là, nous avons un problème majeur, c'est qu'il s'agissait de soigner les gens avec les données que nous avions, notamment en 2020. Il y avait l'hydroxychloroquine, on a refusé, on a fermé les portes, il est devenu toxique. Il n'y avait rien. Les études montrent aujourd'hui qu'il ne fallait pas donner de paracétamol aux gens. J'ai entendu ça, moi, directement de l'ANM en mars 2020. Eh bien, on donne du doliprane dans lequel il y a du paracétamol. Donc, il y a des choses qui sont assez bizarres. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, puisqu'il s'agit de faire attention, qu'il y a un principe de base qui est le principe de précaution, eh bien, justement, appliquons-le. Alors, et allons jusqu'au bout de la cohérence de cela. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Presque, on n'a pas encore mis la lumière, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir de la situation où nous sommes? Je parle évidemment des barrages à court terme, mais au-delà des barrages, quelle solution politique pour sortir de cette histoire? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui. Est-ce que les politiques vont s'y pencher? Enfin, est-ce que c'est une parole politique qu'il manque? Comment vous voyez ça? Je ne sais pas si les politiques vont s'y pencher. Je ne peux pas parler à leur place. Même si je considère que j'en suis un. Mais je rappelle que tu es élu municipal. Mais c'est peanuts. Mais ce que je veux dire, c'est que nous pensons qu'il y a dans le droit civil français des spécificités alsaciennes, parisiennes, bretonnes. Il y a des dérogations pour un certain nombre de jours pour la Toussaint. Pour les fêtes de Pâques, ce ne sont pas les mêmes tout à fait jours. Il y a eu des dérogations pour la chlordécone. Il y a un certain nombre d'exceptions. Et quand on parle de singularité de nos territoires, Mme Bélé a bien dit que nous sommes des îles, que nous ne sommes pas un continent. Bon. Donc, il y a moyen aujourd'hui de déroger et afin de tenir compte d'une grande partie du peuple martiniquais et guadeloupéen et guyanais,
qui aujourd'hui veut plutôt aller vers d'autres alternatives que celle de cette piqûre-là. Et donc, si on ne l'entend pas et qu'on veut passer en force, je crois qu'on va vers quelque chose qui risque de non pas se calmer, mais on risque de découvrir que ce qu'on a vécu depuis quelques jours n'est qu'une fumée. Donc, je le dis parce que nous qui sommes sur les barrages, nous savons ce que nous entendons. Donc, les gens peuvent le prendre au sérieux ou pas. On peut faire venir l'armée, GIGN, le RAID. Si on pense que ça va faire, encore une fois, par la peur, quelle qu'elle soit, régler un problème. À partir du moment qu'on veut régler un problème par une peur, on ne l'a pas réglé, on l'a simplement mis en sommeil pour peut-être un moment. Quand on réussit, il va se réveiller tôt ou tard. Donc, un volcan, c'est un volcan. Oui, Béatrice, sur quelle solution à court terme ou un peu moyen terme sortir de cette situation? Je crois que les choses se sont entremêlées, mais il faut peut-être les clarifier. Politiquement, et moi je vais parler de la question sociale. Politiquement, il faut de toute façon, alors je crois que le président de l'exécutif a convoqué une conférence des élus, une conférence des politiques publiques, en tout cas pour voir, qu'importe le nom que ça porte, mais c'est de mettre tous les politiques, toutes les édilités de politique publique autour d'une table et voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il y a un moment où il faut savoir quel est le service public que l'on peut créer, c'est-à-dire finalement la solidarité que l'on peut créer pour soulager les gens, parce que c'est peut-être ce qu'il manque également dans le fait de cette défiance perpétuelle, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression finalement que cette solidarité qui s'organise au travers des services publics ne fonctionne pas. Les gens vous disent souvent nous pas qu'à attendre rien de l'État, mais pas qu'à attendre rien de la mairie ni de la CTM et tout ça, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec par exemple des personnes âgées qui ne sont même pas on ne les cherche même pas, et elles n'ont pas toujours des personnes pour faire les choses à leur place, mais la réalité c'est qu'il faut qu'on se remette à faire de la vraie solidarité, à se regarder, à s'observer, à observer comment les gens vivent, essayer de trouver des solutions, parce que le terreau est quand même aussi le terreau de la misère, et c'est aussi ce qui crée autant de défiance. Tu es peut-être en train de le lire, mais il y a non seulement de la défiance, mais il y a énormément de violence. Les Martiniquais doivent apprendre à se regarder un peu plus. On arrive quand même, des gens qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, personne, toi, on se connaît un peu plus, mais les gens arrivent à dire des mots, à prononcer des phrases, à écrire des choses. Moi, je veux bien qu'on parle de la violence de l'État colonialiste, mais parlons de la violence qu'on a entre nous. Celle-là, elle est tolérable, sous prétexte, par exemple, que le parti politique auquel j'adhère, avec les idées desquelles je ne suis pas toujours d'accord, on peut se permettre de m'insulter. Le Parti socialiste. Il faut qu'on se regarde, oui, mais il faut qu'on se regarde en face. Je suis une Martiniquaise, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir ma pensée, mes convictions, j'ai le droit de défendre des idées, parfois elles correspondent à un ensemble, parfois moins. À 8000 km, je me donne la liberté parfois d'avoir en effet des idées qui peuvent être éloignées parce que je représente aussi une façon de penser l'idée monde et l'idée peut-être même France et Martinique. Et je représente cette parole qui va aller dire peut-être justement à des moun lot bo, c'est pas comme ça nous qu'à vivre. C'est pas comme ça, faut qu'on garde des bagailles là. Et je trouve que la violence dont nous faisons parfois montre les uns à l'égard des autres. Et peut-être l'une de nos premières difficultés. On se mue finalement dans ce fameux esprit dont tout à l'heure M. Bérisson parlait, d'un matriarcat où on se sent à un moment la capacité, le droit d'injurier, d'insulter, de houspiller, de remettre en cause, d'interdire de parler. Et donc, oui, on va être obligé d'appeler à l'apaisement. C'est quoi ? Alors, ça veut dire quoi que ça va être encore plus grave ? On va se mettre nous-mêmes, entre nous, encore plus en difficulté ?
Alors nous qu'à piger Martiniquais aller pour virer et on va considérer que c'est une révolution victorieuse lorsque nous sommes sur une île et que nous devons apprendre à vivre ensemble et que nous devrons après tout ça continuer et nous regarder les yeux dans les yeux. Non, je crois qu'il faut, oui, malheureusement, il y a des moments où les exaspérations amènent à des situations de haute tension, de forte tension, mais je ne suis pas sûre que se faire la guerre entre nous, et surtout entre la majorité, puisque, comme M. Birisson le disait, la majorité des Martiniquais n'est pas vaccinée. Donc, ce qui veut dire que même à l'intérieur, pour la même cause, on n'est pas capable de respecter les gens qui font éventuellement le choix de la non-vaccination et on est capable de les piger, on leur trouve des excuses. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se trouver des excuses. C'est soit nous qu'à mettre école, nous qu'à travailler ensemble. Et je le dis, à nouveau, les moulins, il faut que vous trouviez les chemins des associations, des moulins, de la discussion. Oui, il y a de l'intelligence partout. L'intelligence, elle doit être mobilisée partout. Mais si c'est Bocaillou qui arrêté et que vous n'êtes pas capable de parler pendant même 20 minutes et puis voisin en l'an, parce que finalement, il y a un plus gros loto, Fidji ou pas capable ou l'Odei, pas capable ou bagaille comme ça. C'est avant, tu sais, tu l'as vu, Mano. Avant, qu'est-ce qui se passait en Martinique? Et je racontais cette histoire et j'invite les gens à regarder. Dans les bourgs, il y avait les balcons. Et contrairement à ce qu'on fait maintenant, les balcons étaient tournés vers la rue. Alors que maintenant, on va tourner tout vers la mer, vers le paysage, vers le machin. Les balcons étaient tournés vers la rue. Pourquoi? Parce que les soirs où t'es quand même étaient plein, où t'es qu'à assise, d'ailleurs tu voyais les vieux avec des petites chaises, où t'es qu'à assise et puis où t'es qu'à garder sa capacité en l'aria, et puis où t'es qu'à prendre un petit coucou, tu parlais aux autres et tout ça. D'accord? Mais il y a un moment où cette modification dans laquelle nous sommes rentrés, nous devons faire des choix aussi pour nous-mêmes. Il faut qu'on arrête aussi d'accuser toujours l'autre. Nous devons nous regarder en face et nous devons voir aussi ce qui dans nos pratiques est une dérive, ce qui dans nos pratiques est construit. Est-ce que c'est comme ça que la société martiniquaise a envie de continuer? Est-ce que nous allons pouvoir être en effet à chaque fois des consommateurs d'une violence ou des acteurs d'une violence qui quelque part est construite? Moi, je pense que non, et je ne pense pas que la solution, en effet, soit que nous détruisions tout ce que nous avons eu tant de mal à construire. Olivier, est-ce que les barrages vont être levés? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une idée sur ça? Pour ceux qui nous regardent, je sais qu'il y a eu une réunion en préfecture durant cette émission, donc peut-être que tu ne sais pas... S'ils sont levés de force... Non, en concertation, après la réunion. À moins d'un miracle, puisque le préfet n'est qu'un fonctionnaire d'État qui reçoit une lettre de mission. Donc, s'il reçoit des consignes ministérielles, voire de M. Macron, on verra. Nous savons qu'il y a un rapport de force à maintenir et il faut que ce rapport de force puisse... s'affirmer et que les gens puissent simplement appliquer ce que la majorité des gens veulent, c'est-à-dire la non-obligation du vaccin pour tous, pas pour une catégorie où on divise les gens. Pourquoi le secteur de la santé? Parce qu'une fois qu'on a fait taire le secteur de la santé, on peut l'appliquer à tout le monde. Et donc il faut que ceux qui pensent qu'ils échappent à ça pour l'instant sachent que le tour vient. Deuxièmement, je suis admiratif du talent oratoire de Mme Bellé. Mais évidemment, je ne partage pas tout ce qu'elle vient de dire, donc je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses. En fait, il y avait certaines choses qu'elle disait par rapport à ce qui était dit sur Facebook. Oui, et je vais dire que je maintiens le fait que c'est une violence. Il y a une violence, pour moi... de positionnement, et donc je vais l'exprimer, je vais continuer à l'exprimer, et qui est une violence et qui a été ressentie par beaucoup de Martiniquais. Et donc, je vais dire qu'il n'y a pas pour moi d'élite bien pensante. M'a rappelé que pied pas marcher sans tête et que tête pas marcher sans pied. Donc, ça, c'est un bagage qui est très important. Je ne sais pas ce qu'on a construit. Je ne sais pas ce qu'on a construit. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites à notre insu.
et qu'on a simplement assimilé. Ça s'appelle l'assimilation. Donc, et comme dirait Fanon, à un moment donné, seul le colonisé pourra régler le problème. Donc, il faut aujourd'hui être beaucoup plus fort dans ce que nous avons à affirmer que dans le positionnement d'aller demander ou d'aller affirmer, je ne sais pas ailleurs, à qui. Voilà. Ces gens-là savent ce qu'ils ont mis en place. Ces gens-là savent quelles sont les structures de la société qui font qu'ils peuvent mettre des statues d'un tel, des boulevards d'un tel, et puis que, entre guillemets, les gens de peu, ça a été dit sur ce plateau, hein, les gens de peu. Les gens de peu ne sont pas mis en valeur. Voilà. Donc, à un moment donné, à force de faire bouillir les choses et puis de faire des jeux où il y aura ça fait Welto, au bout d'un moment, ça se retourne contre les gens. Donc, moi, je dis que nous avons à organiser ce pays-là, ce territoire nous-mêmes. Et si ce qui s'appelle la France est vraiment dans une logique de dire qu'il y a eu un crime contre l'humanité, ce n'est pas aux criminels de l'organiser à notre place. Donc il faut être cohérent jusqu'au bout. Si vous considérez qu'il y a un crime contre l'humanité, comme dirait Aliker, seuls les Martiniquais sont les spécialistes de la Martinique. Donc à un moment donné, il faut foutre la paix aux gens et laisser les gens s'organiser. Et il faut que ceux qui vont chercher la responsabilité en Martinique fassent de la responsabilité martiniquaise. Et puis arrêtent d'avoir la queue entre leurs jambes. Donc voilà, je le dis pour les élus. Et je rends hommage au maire du Gomorne, par exemple, qui a démontré qu'un élu peut être martiniquais. Ah, voilà, hein, les Gomornais qui sont face à moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par contre, on va chercher une créance qui n'est même pas de sa mandature pour essayer de prendre et de manquer une autorité étatique. Une autorité étatique. Tu es fort aussi, Olivier. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon bord politique. C'est pas mon bord politique. C'est pas mon bord politique. Par contre, je salue sa prise de position. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je refuse, moi, de donner du crédit à des gens qui n'ont pas de leçons à me donner sur l'organisation de la société. Alors, puisque tu as parlé de ça, il faut quand même que je te réponde à ceux qui nous écoutent qu'à aucun moment, puisque ça a été dit sur les réseaux sociaux, que le maire du Gomorne était destitué par l'État et que la commune allait être gérée par le préfet. Ça a été dit et on a appelé les jeunes journées de résistance. Non, écoute, j'ai jamais, en tout cas, le mouvement politique spirituel Moun n'a jamais... Je n'ai pas dit que c'est toi, j'ai dit sur les réseaux. N'a jamais relayé ce type d'informations. Ni moi, Olivier Bérisson. Je dis simplement qu'on lui cherche des emmerdes parce qu'il a refusé de mettre un vaccibus sur la commune et je connais la responsabilité au début du mois d'août, d'accord. Il y a quelques maires qui le refusent, mais il ne faut pas de bruit. Il y a d'autres maires, je ne vais pas les nommer parce qu'ils n'ont pas demandé à faire de pub. Mais il y a d'autres maires en Martinique, je les salue, qui ont refusé cela. Parce qu'ils disent très clairement qu'on n'a pas à obliger les gens, on n'a pas mis d'autres choses pour détecter ou pour faire autre chose pour certaines maladies. Donc il y a une propagande là. Voilà. Et en plus, le Baxibus est mis à disposition toujours par ceux qui ont semé le chlordécone en Martinique. Donc, il y a une continuité, j'allais dire, psychologique. Comme dirait un certain professeur avec lequel je ne suis pas d'accord, il y a une épigénétique du crime. Béatrice, pour terminer. Non, moi je maintiens que nous devons nous interroger sur le fonctionnement de la Martinique, puisque cette émission était très sociétale. Finalement, on se posait des questions de fond. Il faut que nous puissions nous interroger. Elle a été vue par beaucoup d'internautes, hein, ceci dit. Oui. Bon, c'est très bien. Je répète vas-y, pardon. Et je veux redire à quel point, au final, c'est vrai, même si... certains arguent que nous sommes une société constituée de violence. Je crois que nous sommes une jeune société aussi, c'est 200 ans, hein, la Martinique. Donc c'est pas si vieux que ça, mais c'est aujourd'hui une culture, hein, malgré tout, solide, ou qui a vocation à se solidifier. C'est autour de ça que nous devons fonctionner. Je le sens profondément martiniquais. Je pense qu'il faut aussi que certains ne s'octroient pas
l'exclusive ni de l'amour de la Martinique, ni de l'amour des Martiniquaises et des Martiniquais, ni de l'amour et de l'envie de voir notre pays, notre peuple, si on peut dire ça comme ça, parce que je ne suis même pas sûre là que nous soyons en capacité de montrer que nous faisons peuple, mais en tout cas, si nous voulons devenir tout ça, c'est par des vraies solutions que nous y parviendrons. Bien. Je veux remercier mes deux grands-mères qui sont de descendance amérindienne et qui démontrent que la Martinique n'a pas que 200 ans. Ça, c'est le premier point. Et à Sainte-Marie, il y a encore des vestiges archéologiques et je salue M. Edmond. Non, je parlais des personnes. La société martiniquaise. Deuxième chose, pas le pays. Deuxième chose, je suis radical sur ma position. Et je te le dis, Amanous, je profite ce soir. Ne m'invite pas, et ça ne changera rien au fait que je défendrai sur télévision. Ce n'est pas ma personne qui est importante. C'est le fait qu'il y ait une pluralité et que c'est l'un des rares médias qui, aujourd'hui, ose inviter des gens avec des avis contraires. Mais si ça pose un problème, il ne faut pas m'inviter. Pourquoi je dis ça? Je défendrai toujours l'intelligence que tu as eue. Je ne sais pas si tu as bac plus 12. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu as eu le courage de financer, etc. Et j'invite les Martiniquais, c'est l'un des plus gros problèmes, plus que la puissance publique, à créer de l'activité. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'accompagne pas aujourd'hui la jeunesse martiniquaise qui part faire des diplômes ou qui n'a pas fait de diplôme, mais qui veut créer une activité. Ah justement, nous pour faire comme si nous sommes un papa et puis un maman et qui a envie de monter en bagaille machin, nous pouvons encourager, pas dire ah non pas qu'il paye, ça va qu'il raide, ou ça c'est quoi ça qu'on était messieurs machin, non. Donc aujourd'hui politiquement parlant, que ce soit la collectivité territoriale, que ce soit les mairies, que ce soit les EPCI, ils doivent être dans cette logique de permettre à des jeunes de Martiniquais de créer pour qu'il y ait plusieurs zouk télévision. Alors Olivier, je continuerai à t'inviter parce que moi j'estime que tu représentes une partie de la Martinique à travers ton mouvement politique, à travers tes idées et je pense qu'on peut, entre Martiniquais, s'asseoir autour d'une table et parler, même si on n'est pas d'accord forcément avec ce que l'on dit. Hein. C'est comme ça que je vois ça et c'est pour ça. S'il fallait vraiment que... Il y a beaucoup de personnes que je ne voulais pas inviter ici. Donc c'est bien sûr qui m'a attiré des ennuis, mais ce n'est pas grave. Moi je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir la parole. Pour moi, c'est véritablement important. Oui. Et pour moi, c'est important que tu puisses venir à Zouk TV, que ce soit dans un quad neuf ou dans une émission comme Le Kiosque ou dans d'autres émissions où tu pourras avoir des contradicteurs de manière à échanger sur des idées, parce que c'est tout ça qui fait la Martinique. Enfin, c'est mon avis. Et puis, c'est vrai que nous avons un positionnement qui est ce qu'il est, mais nous choisissons de nous habiller martiniquais. Et ce n'est pas de la posture ni du buzz. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire des choses, mais parce que la télévision, ça permet de faire passer une idée. Non, mais je le dis. C'est un choix de société de compter sur, j'allais presque dire, une spiritualité martiniquaise, sur une culture martiniquaise. Et je veux saluer les artistes qui sont en train de se mobiliser, on n'en parle pas, pour que le conservatoire martiniquais, nous avons de la musique classique et puis de jazz. Parce que mon tambour belé, c'est mon musique classique. Et aujourd'hui, on fait de la thérapie pour aider des enfants avec ça. Ça veut dire que c'est valable, que ce soit pour des structures politiques, culturelles, alimentaires, culinaires, vestimentaires, historiques. J'allais dire psychothérapiques, c'est-à-dire que nous avons de quoi aujourd'hui, sans faire de l'autarcie, sans être dans un enfermement, mais c'est ce que nous avons à offrir au monde. Et chaque Martiniquais est une offrande au monde, pas une soumission au monde. Bien. Merci Olivier. Béatrice, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Mais je t'en prie, toi aussi, tu seras toujours invité chez nous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Manuela. Et puis que la Martinique retrouve de la paix, que tout le monde soit réuni pour que le pays puisse avancer, qu'on fasse peuple. Tout le monde parle de peuple, peuple martiniquais. Soyons peuple et surtout
que les choses se passent dans le calme et la sérénité. Je pense que c'est notre vœu à tous là. Il y a un président, C'est le mien. il y a un président qui nous a déclaré la guerre. Oui. Eh bien, moi, je ne vais pas avec une feuille de chou. Très bien. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci Mano. Au revoir.